Le thermomètre affiche près de 37 degrés. L'air est lourd, presque étouffant. Sur le tarmac, deux frères s'apprêtent à embarquer à bord d'un vol qui doit les ramener chez eux, à Londres. Un Boeing 787, direction l'aéroport de Gatwick Airport. Tout semble normal. Routine. Silence. Attente. Vishwash Kumar prend place au siège 11A, près du hublot. Son frère s'installe de l'autre côté de l'allée, au siège 11J. Ils échangent sans doute quelques mots, peut-être un regard. Rien ne laisse présager que ces instants ordinaires sont en réalité les derniers qu'ils partageront. Quelques secondes plus tard, tout bascule. À peine l'appareil a-t-il quitté le sol que l'impensable se produit, les deux moteurs cessent de fonctionner. Le silence mécanique est brutal. L'avion perd rapidement de l'altitude. Puis, l'impact. L'appareil s'écrase violemment dans un complexe au sol. À son bord, 241 personnes perdent la vie. Au sol, 19 autres victimes s'ajoutent au drame. Et pourtant, au milieu de ce chaos absolu, une seule personne survit. Vishwash Kumar. Son frère, lui, ne s'en sort pas. Très vite, les images font le tour du monde. On y voit cet homme, marchant seul, quittant les débris de l'avion sur ses propres jambes. Une scène presque irréelle. Comme si le hasard avait décidé, à lui seul, d'épargner une vie. Le lendemain, à l'hôpital, les journalistes tentent de comprendre. Mais face aux questions, les mots lui manquent. Comment expliquer l'inexplicable? Il parle d'un instant, d'un éclair, d'un événement trop rapide pour être compris. Et son histoire n'est pas un cas isolé. Depuis des décennies, certains accidents aériens ont marqué les esprits par leur violence, mais surtout par une chose troublante. Le fait que quelques rares personnes, parfois une seule, en soient sorties vivantes. Dans ce récit, nous allons plonger au cœur de plusieurs de ces catastrophes. Des drames où la logique semble s'effacer, laissant place à une question fascinante. Pourquoi eux? Un avion qui s'écrase contre une montagne. Une adolescente projetée dans le vide à des milliers de mètres d'altitude. Un appareil transformé en boule de feu. Et à chaque fois, des survivants. Simple hasard? Ou existe-t-il des facteurs invisibles qui influencent les chances de survie? Avant d'aller plus loin, une chose doit être claire. Malgré ces tragédies spectaculaires, voyager en avion reste aujourd'hui l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Chaque incident, chaque accident, permet d'améliorer les systèmes, les procédures et la sécurité globale. Mais dans les cas extrêmes, ceux dont nous allons parler, les règles semblent parfois ne plus s'appliquer. L'enquête sur ce crash, connu sous le nom de Air India Flight 171 Crash, est encore en cours. Mais les premiers éléments permettent déjà de reconstituer une partie de ce qui s'est passé. Quelques secondes après le décollage, l'avion commence à perdre de l'altitude. Il heurte d'abord plusieurs arbres. Puis, à peine 32 secondes après avoir quitté le sol, il s'écrase dans un ensemble de bâtiments abritant des médecins et des étudiants en médecine. L'impact est d'une violence extrême. Le nez de l'appareil est légèrement relevé, tandis que la partie arrière se détache au contact du premier bâtiment. Le reste du fuselage continue sa course, dévastant tout sur son passage, murs, plafonds, structures entières. L'aile droite se brise en premier. Puis l'avion percute un second bâtiment, arrachant cette fois l'aile gauche. Ces ailes contiennent les réservoirs de carburant. Et c'est précisément là que le détail devient crucial. Vishwash Kumar est assis juste en avant de cette zone. Les analyses suggèrent que le fuselage s'est disloqué une nouvelle fois, l'éloignant encore davantage des parties les plus dangereuses de l'appareil. Être assis côté hublot? Et surtout, être séparé des ailes et des réservoirs a peut-être légèrement augmenté ses chances de survie. Car au moment de l'impact, une gigantesque boule de feu se forme. Et son siège y échappe. Après le crash, Vishwash Kumar raconte s'être extrait des débris par une ouverture située juste à côté de lui. Difficile de savoir si cette ouverture est due à une déchirure de la carlingue, ou à une porte de secours arrachée par la violence du choc. Mais une chose est certaine. Il est le seul à être sorti vivant de cet enfer. Et presque miraculeusement, avec des blessures relativement légères. Mais un cas, aussi impressionnant soit-il, ne suffit pas à tirer des conclusions. Alors une question s'impose. Existe-t-il des schémas? Des points communs entre les survivants? Pour tenter de comprendre, il faut prendre du recul. Observer. Comparer. Relier les points. En analysant les grands accidents aériens survenus depuis les années 1970,
un constat intrigue. Dans certains cas extrêmement rares, seul 1 à 5 passagers survivent. Sur une carte de ces catastrophes, chaque cercle représente un accident. Plus le cercle est grand, plus il y avait de passagers à bord. Et au milieu de ces masses sombres, apparaissent parfois de minuscules points lumineux. Les survivants. Parmi ces tragédies, l'une se distingue par son ampleur, le crash du vol Japan Airlines Flight 123 crash. Le pire accident impliquant un seul avion dans toute l'histoire de l'aviation. Et à côté, un autre point, presque invisible. Celui du vol Air India Flight 171 crash. Un seul survivant. Vishwash Kumar. Des analyses menées notamment par Reuters ont examiné plus de 1400 accidents aériens commerciaux. Résultat. 45 cas où seulement une poignée de personnes ont survécu. Et dans 20 de ces cas, il a été possible d'identifier précisément où ces survivants étaient assis. Alors une question revient, encore et encore. L'endroit où l'on s'assoit dans un avion, peut-il réellement influencer nos chances de survie? Dans le cas de Vishwash Kumar, il se trouvait à l'avant de l'appareil. Sur l'ensemble des survivants recensés au cours des 55 dernières années, 14 étaient assis dans cette zone. Mais 19 autres se trouvaient à l'arrière. C'est le cas de Yumi. À bord d'un Boeing 747 reliant Tokyo à Osaka, 524 passagers ont pris place. Nous sommes à la veille d'une grande période de vacances au Japon. L'avion est plat. Beaucoup rentrent chez eux pour retrouver leurs proches. Yumi, elle, est hôtesse de l'air pour Japan Airlines. Mais aujourd'hui, elle voyage comme passagère. Installée au rang 56, à l'arrière de l'appareil, elle feuillette distraitement un magazine. Puis soudain, une explosion. Un bruit sec, violent. La pression dans la cabine chute brutalement. Les masques à oxygène tombent du plafond. À l'extérieur, une partie entière de la dérive de l'avion vient de se détacher. Ce qui va suivre dépasse tout ce que l'équipage peut contrôler. Des années plus tôt, après un atterrissage brutal, une pièce essentielle, la cloison de pressurisation, avait été mal réparée. Aujourd'hui, elle cède. Et en se brisant, elle détruit des systèmes de contrôle cruciaux. À partir de cet instant, les pilotes n'ont plus la maîtrise de l'appareil. L'avion devient incontrôlable. Il monte. Il descend. Il tangue violemment d'un côté à l'autre. À l'intérieur, c'est la panique. Yumi se lève immédiatement. Elle est formée pour ça. Même hors service, ses réflexes prennent le dessus. Elle aide les passagers à mettre leur masque, leur montre comment enfiler leur gilet de sauvetage. Et comment se préparer à un impact. Autour d'elle, certains écrivent des messages d'adieu. D'autres pleurent. Le temps semble suspendu. 44 minutes après le décollage, 30 minutes après la première explosion, le vol touche à sa fin. Yumi se rattache à son siège. Elle adopte la position de sécurité. Puis, le choc. L'aile droite et un moteur heurtent des arbres. L'avion bascule, se retourne, et percute violemment une crête montagneuse. Le crash a lieu dans une zone isolée, au cœur des montagnes de la préfecture de Gama-Préfecture. Les secours n'arriveront que 15 heures plus tard. Entre-temps, dans l'obscurité, au milieu des débris encore fumants, des survivants appellent à l'aide. Yumi racontera plus tard avoir entendu leurs cris toute la nuit. Puis, ces cris se sont tus. Aujourd'hui encore, une question demeure. Combien de personnes avaient survécu initialement, avant de succomber, faute de secours rapides? Certains experts pensent que beaucoup auraient pu être sauvés. Mais les autorités, pensant qu'il n'y avait aucun survivant, ont retardé l'intervention. Au final, sur 524 personnes à bord, 520 perdent la vie. Seules 4 survivent. Yumi, une autre femme, et 2 jeunes filles. Et toutes étaient assises, à l'arrière de l'avion. Cette zone, souvent négligée, possède une structure particulièrement solide. Elle supporte la dérive et les stabilisateurs horizontaux. Des éléments conçus pour résister à des contraintes extrêmes. Selon certaines analyses publiées par Time Magazine, les sièges centraux à l'arrière offriraient légèrement plus de chances de survie. Mais attention, les différences restent minimes. Et surtout, les données sont limitées. Car au fond, tout dépend d'un facteur clé. La manière dont l'avion s'écrase. Parfois, la structure absorbe une partie de l'énergie du choc. Parfois, elle se désintègre complètement. Et dans ces cas-là, les règles changent. Parfois, les statistiques ne suffisent plus.
parce que certains récits défient toute logique. Et parmi eux, il en existe un qui semble presque impossible à croire. Juliana a 17 ans. Elle vit à Lima, au Pérou. Ses parents travaillent dans la science, au cœur de la forêt amazonienne, dans une station de recherche isolée. C'est une période spéciale, les fêtes de fin d'année approchent. Et pour la première fois depuis longtemps, la famille va enfin se retrouver. Pour cela, Juliana et sa mère doivent d'abord prendre un vol intérieur vers Pucallpa, avant de poursuivre leur voyage en bateau pendant plusieurs jours à travers la jungle. Mais ce trajet commence déjà avec une complication, presque tous les vols sont complets. Sauf un. Le vol Lança Flight 508 crash. Une compagnie encore jeune, déjà marquée par plusieurs accidents. Les parents de Juliana hésitent. Son père les avait pourtant mis en garde. Mais attendre un autre jour signifie manquer les fêtes. Alors elles embarquent. À bord d'un petit avion de type Lockheed L-180V Electra, Juliana s'installe à l'arrière, près du siège 19F. L'ambiance est légère. C'est Noël. Certains sourient, d'autres discutent. Le vol ne doit durer qu'1 heure. 20 minutes après le décollage, tout change. Devant eux, une tempête massive se forme. Le pilote choisit de continuer. L'avion entre dans ce qui ressemble à une muraille de nuages. Et soudain, le monde disparaît. La lumière du jour s'éteint. La pluie frappe le fuselage avec violence. Les éclairs déchirent le ciel. À l'intérieur, les passagers sont secoués comme dans une boîte de métal. Les bagages tombent. Les cris se multiplient. Juliana dira plus tard avoir aperçu une lumière blanche intense au-dessus de l'aile. Puis, la chute commence. À environ 3000 mètres d'altitude, l'appareil se désintègre en plein vol. Et Juliana est éjectée dans le vide. Toujours attachée à son siège. Le temps semble se ralentir. Sous elle, la forêt amazonienne s'étend à perte de vue. Dense, immense, vivante. Elle se souviendra d'une sensation étrange, presque irréelle. Comme si elle observait le monde en silence, sans pouvoir le toucher. Puis vient l'impact. Ou plutôt, quelque chose d'incompréhensible. 20 heures plus tard, Juliana se réveille. Elle est seule. Allongée dans la jungle, à côté de son siège. Le silence est total. Elle comprend rapidement une chose terrible, sa mère n'est plus là. Alors elle avance. Sans carte. Sans repère. Elle suit un petit cours d'eau, jusqu'à une rivière. Et se laisse porter. C'est ce que son père lui avait appris. Dans la jungle, l'eau peut sauver une vie. Pendant 11 jours, elle survit seule. Elle mange ce qu'elle trouve. Elle évite les animaux sauvages. Elle avance, encore et encore. Finalement, elle est retrouvée par des ouvriers forestiers. Elle est la seule survivante de son vol. Sur 92 personnes à bord. Mais la question reste entière. Comment une adolescente peut-elle survivre à une chute de 3000 mètres? Juliana elle-même évoquera plusieurs éléments possibles. Des courants d'air puissants sous les nuages, capables de ralentir une chute. La position de son siège, encore attaché, qui aurait pu agir comme une sorte de parachute improvisé. Et surtout, la jungle elle-même, dense et épaisse, qui aurait amorti l'impact. Mais ici encore, aucune certitude. Seulement des hypothèses. Et à mesure que les histoires s'accumulent, une chose devient claire. Il n'existe pas de règle absolue. Des survivants apparaissent à l'avant. D'autres à l'arrière. Parfois même au milieu. Parfois, là où personne ne devrait survivre. Alors une autre question se pose. Si ce n'est pas seulement l'emplacement, qu'est-ce qui décide réellement de la survie? À ce stade, une chose devient évidente, il n'existe pas de schéma simple. Ni de règle universelle. Chaque survivant semble avoir une histoire différente, un contexte différent, une chaîne d'événements impossible à reproduire. Et pourtant, les enquêteurs continuent de chercher une logique dans le chaos. Car dans l'aviation, les moments les plus critiques ne sont pas toujours en plein vol. Ce sont souvent les premières et les dernières minutes. Le décollage. L'atterrissage. Quand tout peut basculer en quelques secondes. C'est précisément ce qui s'est produit lors du vol Comair Flight 5191 crash. Ce matin-là, un pilote expérimenté et son copilote préparent un vol régional vers Atlanta. Ils ont des milliers d'heures de vol à eux deux. Mais malgré leur expérience, une simple erreur de trajectoire va tout changer. L'avion roule sur la piste dans l'obscurité du matin. Deux pistes se croisent. Une longue, destinée aux avions commerciaux. Une plus courte,
utilisés pour de petits appareils. Et entre les deux, une confusion fatale. Les pilotes s'engagent sur la mauvaise piste. Ils pensent être au bon endroit. Mais ils ne vérifient pas correctement les repères visuels. L'appareil accélère. Le temps est compté. À 142 nœuds, l'avion devrait décoller. Mais ils ne sont qu'à 131. Trop lent. Trop tard. Ils tirent sur le manche. Mais la piste se termine déjà. Le choc est inévitable. Un policier et un agent de sécurité arrivent les premiers sur les lieux. Ils extraient un homme inconscient des débris. C'est le copilote. Les secours suivent immédiatement. Mais pour les autres passagers, il n'y a plus rien à faire. 49 personnes meurent sur place. L'enquête parlera d'un enchaînement d'erreurs. Un effet domino. Les pilotes ont ignoré les procédures de communication en cockpit. Les cartes de l'aéroport étaient obsolètes. Et le contrôleur aérien, distrait et fatigué, n'a pas remarqué la mauvaise trajectoire. Personne n'a vu l'ensemble du danger à temps. Plus tard, le copilote survivant exprimera une seule chose. Le poids de la responsabilité. Mais ce type d'accident reste exceptionnel. Car malgré ces récits tragiques, la réalité globale est très différente. L'aviation moderne est aujourd'hui l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Selon les analyses de sécurité, il faudrait voler tous les jours pendant des dizaines de milliers d'années pour qu'un accident mortel devienne probable. Et même dans le pire des scénarios, les chances de survie restent élevées. Les études montrent que plus de 95% des passagers impliqués dans un accident aérien survivent. Et les avions modernes sont conçus pour permettre une évacuation en moins de 90 secondes. Même dans des conditions extrêmes. Mais il existe un problème silencieux. Ce n'est pas l'avion. C'est le comportement humain. Lors des évacuations réelles, les pertes de temps viennent souvent de réactions imprévisibles. La panique, l'hésitation, ou le fait de vouloir récupérer ses affaires. C'est pourquoi les experts insistent sur quelques règles simples. Écouter les consignes de sécurité, repérer les sorties les plus proches, et comprendre la position de sécurité. Car dans une situation extrême, chaque seconde compte. Et au fond, ces histoires de survivants ne racontent pas seulement des miracles ou des coïncidences. Elles révèlent autre chose. Une vérité plus froide. Plus simple. Dans la majorité des cas, survivre dépend moins de la chance pure que d'un enchaînement de facteurs imprévisibles. La structure de l'impact, la position dans l'appareil, le moment exact de la défaillance, et parfois, des éléments impossibles à anticiper. Mais une chose reste certaine. Chaque accident pousse l'aviation à évoluer. Chaque erreur devient une leçon. Chaque drame améliore la sécurité des millions de vols suivants. Et c'est pour cela que, malgré les histoires terrifiantes qui marquent les esprits, voler reste aujourd'hui extraordinairement sûr. Parce que derrière chaque catastrophe, il y a aussi des systèmes qui apprennent, des règles qui changent, et une industrie entière qui s'adapte. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi certains survivent ?» mais plutôt « Pourquoi la plupart des passagers arrivent à destination sans même y penser ?»